Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. On est ravis de vous retrouver en cette fin 2022 pour parler du plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma, Avatar de James Cameron. Et à l'occasion de la sortie du second film, on voulait revenir sur le phénomène qui a été le premier opus à sa sortie en 2009. Ce film a rapporté, tenez-vous bien, plus de 2,9 milliards de dollars. Il avait été dépassé un temps par Avengers Endgame, mais la ressortie du film en Chine a redonné un élan au film de Cameron pour reprendre la première place. C'est juste un nombre faramineux. Mais est-ce que plus grand succès commercial de tous les temps, ça veut forcément dire plus grand film de tous les temps? Ce qui est sûr, c'est qu'Avatar apparaît vraiment comme un film important qui a changé le cinéma. Je dirais même qu'il est un tournant dans l'histoire du cinéma. Les Anglais ont cette expression qui colle parfaitement à ça. Avatar a été un milestone, une véritable borne kilométrique dans la progression du cinéma. À partir de sa sortie, la manière d'appréhender les films et surtout les effets techniques et la 3D ont radicalement changé. On peut donc se demander en quoi Avatar représente-t-il un tournant dans l'histoire du cinéma. L'idée qui ressort le plus, c'est qu'Avatar est une critique de la colonisation. Il est opposé à Pocahontas ou Danse avec les loups pour cela. Même s'il y a des similitudes, les trois films sont différents. Ils ne traitent pas la colonisation de la même manière, donc les opposer, ça me paraît pas si pertinent. On dit aussi que c'est un long métrage qui oppose la société patriarcale des humains à la société matriarcale des Na'vi, ou tout simplement une critique de l'humanité qui détruit son environnement. Pour moi, il y a clairement un peu de tout ça. Comme on vous le dit à chaque fois, regardez le film pour vous faire votre avis et tirer votre propre interprétation. Puis comme d'habitude, on va vous spoiler, alors je vous conseille vraiment de le regarder pour ne pas vous le gâcher. Allez, direction Pandora. En 1154, la Terre n'est plus celle que l'on connaît. Jake Sully, ancien marine paraplégique, apprend la mort de son frère jumeau. Lâchez-moi pour une fois que je suis de bonne humeur. C'est au sujet de votre frère. C'était un scientifique qui participait à une mission sur Pandora, l'un des corps célestes d'un système stellaire à 4,4 années-lumière du système solaire. Jake est donc sélectionné pour le remplacer dans un avatar de Na'vi qui est l'espèce autochtone d'extraterrestres ressemblant aux humains. Enfin, pas vraiment, les Na'vis sont bleus, ils ont une queue et ils font 3 mètres de haut, ce qui est plutôt assez rare chez les humains. Mais bref, ils sont bipèdes, ils communiquent et ils ont une intelligence proche des hommes. Pandora n'est pas très accueillante au premier abord, la nature est rude et les Na'vis attaquent les humains. Mais Jake rencontre Norman, un des anciens collègues de son frère et d'autres scientifiques, notamment Grace, la chef du projet qui va mal l'accueillir. C'est votre frère que je voulais, d'accord? Le brillant docteur en physique qui s'est entraîné 3 ans pour cette mission. Il est mort. Elle va notamment dire une phrase très significative du long métrage représentant le clivage entre la science et les intérêts économiques qui cohabitent difficilement sur Pandora. Je vais leur dire ma façon de penser. Un administratif n'a pas à fourrer son nez dans mon laboratoire. Malgré la réticence de Grace à son sujet, Jake est placé dans une cabine, son esprit est projeté dans l'autre corps et il peut remarcher pour la première fois. Ne respectant pas le protocole de test à effectuer après une projection dans un avatar, il se retrouve directement dans le camp d'entraînement et peut enfin respirer l'air de Pandora sans masque. Au cours de sa première mission, Jake se fait attaquer par une sorte de félin extraterrestre. Faut s'enfuir en courant! Et lui, qui ne connaît rien de ce monde, va se retrouver seul dans cet environnement. Il va faire la rencontre de Neytiri, la fille du chef des Omaticaya, un peuple de Na'vi qui va le ramener chez elle après avoir senti un message d'Eiwa qui est, pour vous faire simple, Leur divinité, tout simplement. La totalité du monde vivant incarné dans une déesse. L'ensemble de leur savoir. Tu le saurais, ça, si t'avais un minimum d'informations. à chaque fois que son avatar s'endort, Jake revient à lui dans son corps d'humain et aide les scientifiques à mieux connaître les Na'vi, mais pas seulement. Et oui, car on n'a pas encore parlé de l'objectif de tout ça. Pandora abrite un minerai inconnu des humains jusqu'alors qui résoudrait la crise énergétique sur Terre. Un programme militaire et civil a donc été mis en place pour l'extraire. Les colonels Quaritch et Parker, chefs de l'opération, souhaitent que les Na'vi quittent leur territoire établi autour de l'arbre maison car il est au-dessus d'une grande souche du minerai clé. Non, mais regardez cette d'oseille. Et pour ce faire, ils veulent que Jake gagne la confiance des Na'vi en les faisant partir pacifiquement dans un premier temps. C'est difficile au début, mais Jake va faire ses preuves et devenir un vrai Omaticaya. Bon, et ben voilà. On dira que la diplomatie n'a rien donné. Mais faire partie du clan prend trop de temps et le colonel décide de faire partir les Na'vi par la force en détruisant l'arbre maison. Rejeté par les Omaticaya et Neytiri pour les avoir trahis en ne les prévenant pas de la menace grandissante, il convainc les Na'vi de les aider en incarnant Toruk Makto,
un guerrier légendaire vénéré par la tribu. Malgré la destruction de l'arbre maison, les technologies mises en œuvre par les humains et la mort de Grace, Jake et les Na'vi réussissent à chasser les humains de Pandora. Jake devenant définitivement un Na'vi en transférant son âme à jamais dans son corps nouveau. Bon, c'est un résumé un peu plus long que d'habitude, mais dites-vous qu'on a omis volontairement pas mal de choses pour être au plus synthétique. On est sur une œuvre qui navigue entre la science-fiction et la fantasy. La société dystopique, les robots, la conquête spatiale, tout ça relève de la science-fiction. Alors que Pandora, les Na'vi, les espèces animales et la flore de la planète ajoutent une partie très fantastique à l'œuvre de James Cameron. Bref, je vous rappelle notre problématique, comment Avatar a-t-il été un tournant dans l'histoire du cinéma? On a isolé 4 éléments de réponse, et le premier est d'une évidence telle que l'oublier serait un contresens. Et oui, Avatar est avant tout un très grand film. Ça peut paraître assez simpliste comme premier point, mais c'est en fait tout ce qui fait d'Avatar un film réussi. Primo, il y a un excellent travail sur le scénario et sur le personnage principal, Jake Sully, interprété par Sam Worthington. Il me fait effectivement penser au personnage de Kevin Costner dans Danse avec les loups. C'est un homme malheureux et seul qui, par un concours de circonstances, va changer de vie et découvrir une culture qu'il adopte à 100%. Au début du film, son personnage m'évoque un homme pris au piège, dans son corps bien entendu, mais pas seulement, pris au piège dans son pacte avec le colonel, dans ses environnements très hostiles, aussi bien Pandora que les intérêts de Parker sur cette île. Mais il sort de ça grâce à Neytiri, interprétée par Zoé Saldana, dont on reparlera un peu plus tard. Elle est vraiment son guide dans ce monde si fascinant mais si dangereux, et les deux forment une des plus belles romances que j'ai vues au cinéma. Mais il faut que cette femme aussi veuille de moi. Elle a déjà choisi. De manière générale, tous les personnages sont très efficacement caractérisés. Par instant, on frôle le cliché, je pense notamment au personnage du colonel, brillamment interprété par Stephen Lang. Ce personnage, c'est vraiment l'archétype de ce que les spécialistes appellent le méchant badass américain. On n'est pas dans une œuvre manichéenne pour autant, le personnage de Grace en est l'exemple. D'abord hostile à toute intrusion étrangère dans son univers, très froide et très sèche, elle laisse Jake gagner sa confiance et finit par se révéler comme un des personnages très sensibles et essentiels à l'histoire. Et sa mort est sûrement un des moments les plus tristes du film. En plus, elle est jouée par une des meilleures actrices du cinéma, Sigourney Weaver. C'est une œuvre typique hollywoodienne avec une romance profonde avec deux êtres très différents, des personnages très attachants, des batailles épiques, un univers très original, bref, la recette pour le bon blockbuster. Même si certains sont pas très bons voire mauvais, quand un blockbuster est réussi, ça peut donner une œuvre magnifique voire populaire. Le cinéma populaire est souvent opposé au bon cinéma et je trouve que c'est ridicule. Vous l'aurez sûrement compris dans nos vidéos, on aime le cinéma populaire parce que c'est le cinéma du peuple, de tout le monde, celui qui veut s'adresser au plus grand nombre. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas le cinéma de niche, mais le cinéma populaire a cette qualité essentielle, tout le monde est amené à le voir. On se retrouve autour de lui, on en parle, on voyage ensemble et c'est justement le cas dans Avatar. Ce n'est pas la seule raison, mais on a là un autre axe de compréhension. Une œuvre peut changer les choses dans le cinéma, en partie car ça a été un succès populaire. Je vous laisse chercher par vous-même, mais si j'évoque Star Wars, Jurassic Park ou bien en France La Grande Vadrouille, vous verrez que pour chacun d'entre eux, il y a eu un avant et un après. Et donc oui, Avatar fait partie de ces films-là tellement plébiscités qu'ils en ont changé le 7e art. Et c'est surtout grâce à l'artisan principal de ce film. L'homme qui mérite un point entier à lui tout seul pour expliquer le tournant que fut cette œuvre dans l'histoire du cinéma, j'ai nommé Monsieur James Cameron. C'est le meilleur réalisateur de l'histoire. Je rigole, bien sûr, je suis sûr que certains ont bondi derrière leur écran. Et tant mieux d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes toujours à l'écoute de notre vidéo. Mais sans rire, est-ce qu'on peut pas se poser cette question sérieusement? James Cameron est-il vraiment le meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma? Quand on y pense, c'est un sacré concurrent à ce titre. On parle quand même du papa de Terminator 1 et 2, Abyss et surtout Titanic. Titanic, je vous le rappelle, détenteur du record au box-office, dépassé en 2009 par Avatar. Bref, dites-nous votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse. Autant dire qu'on est sur un argument pas mal, c'est quand même lui qui a créé 2 des films les plus rentables de l'histoire et qui a attiré le plus de monde dans les salles à l'international. Mais en plus, quand on regarde sa filmographie, on est face à un réalisateur à l'ambition démentielle. Cette ambition, c'est ce qui le caractérise lui, mais c'est surtout ce qui caractérise le film. Une œuvre et même une saga, puisque 4 films sont prévus jusqu'en 2028, avec une réflexion de longue date. Sérieux? Oui. Yes!
On peut même dire que c'est l'œuvre de sa vie puisqu'il a mûri depuis ses débuts bien avant les années 2000. En effet, dans son tout premier scénario nommé Chrysalis en 1974, il racontait déjà l'histoire d'un homme en fauteuil roulant dont son esprit se projetait dans un univers extraterrestre par la pensée. Et même dans son tout premier court-métrage Xenogenesis en 1978, où il est déjà question d'extraterrestres de couleur bleue sur une planète non respirable pour l'homme. Je vous invite à aller le voir, il est sur YouTube, mais ne vous attendez pas à voir Avatar en court-métrage. En revanche, on voit déjà que Cameron a des motifs de scénario et d'histoire qui vont le suivre tout au long de sa carrière. Et justement, en 1994, il écrit une première ébauche du scénario d'Avatar, mais rien d'encore de très précis. Le film va même changer de nom en Projet 880 avant de revenir à son titre initial en 2006. C'est cette année où il réécrit le script et invente tout l'univers et la langue Na'vi. Vous vous rendez compte, l'idée du film a émergé pour la première fois en 1974 et le dernier film sortira en 2028, 54 ans plus tard. Avatar est vraiment l'œuvre de la vie de James Cameron. Donc on est sur un homme qui réalise son film, qui l'écrit, et c'est pas un petit scénario, qui le produit et qui fait même en partie le montage. On peut vraiment parler d'un film de James Cameron, un film d'auteur. C'est pas la première fois où il avait ses 4 casquettes, puisque c'était déjà le cas pour Titanic. Si vous vous arrêtez sur chaque plan, on tombe sur une œuvre d'art. C'est la réflexion que je me suis faite plusieurs fois en mettant le film sur pause. Chaque plan est un tableau conçu par Cameron et ses équipes. La tension frénétique dans les scènes de bataille, la montée du suspense quand Jack se fait attaquer par le Thanator, allant jusqu'à prendre le bruit du T-Rex de Jurassic Park, la mise en scène de ce film est un bijou. Ce film n'existerait pas sans James Cameron, mais le James Cameron qu'on connaît n'existerait pas sans Avatar. Mais au-delà de l'ambition, je trouve surtout que c'est un visionnaire. Dans son propos, oui, pour imaginer une œuvre d'anticipation qui nous paraît crédible, mais il est aussi dans les technologies utilisées dans le film. C'est justement notre prochain point, l'utilisation de la performance capture. On va revenir sur le jeu de Zoé Saldana quelques secondes, qui incarne Neytiri et qui est vraiment exceptionnelle dans le film. Aussi attachante qu'effrayante, elle dévoile une palette d'émotions qui est pas évidente pour une actrice. Elle sait être ce personnage fort et intraitable qu'elle incarne au début. Mais aussi, elle nous fait vivre son amour grandissant pour Jake. Et quand Neytiri souffre, l'actrice vit cette souffrance, et nous également. De toi. Confiance en toi. De toi. J'avais confiance en toi. Tu peux encore avoir confiance. Et pourtant, on ne voit jamais Zoé Saldana physiquement, mais on la reconnaît dans toutes ses expressions et dans son jeu d'acteur. On a vraiment l'impression que c'est l'actrice qui joue, dans un costume peut-être, alors que tout est fait en images de synthèse. Et ça, c'est grâce à la performance capture. Laissez-moi vous expliquer. Le motion capture, appelé par son petit nom mocap, est une technique permettant d'enregistrer les positions et mouvements des objets ou êtres vivants et de les retransmettre en temps réel sur un ordinateur. Derrière, ces images seront utilisées pour créer des personnages en animation qui auront exactement les mêmes gestes. C'est une technologie formidable que vous avez pu voir dans beaucoup de films très connus comme Star Wars épisode 1. Mais il y a un gros désavantage, on capte pas vraiment les expressions ni le jeu des acteurs. Et pour cela, une variante a donc été créée, la Facial Motion Capture, ou plus simplement appelée la Performance Capture. Cette technique a été développée notamment par Robert Zemeckis pour le film Le Pôle Express qui sera entièrement tourné avec la Performance Capture. Ça a également été le cas pour faire Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, dans Pirates des Caraïbes pour Davy Jones ou encore le King Kong de Peter Jackson. Inspiré de tous les films précurseurs et de ses envies personnelles, James Cameron a donc décidé de l'utiliser dans son film. En effet, lui qui a toujours bien dirigé ses acteurs a voulu que tous leurs mouvements corporels, mais également les détails des visages et des mains, soient présents à l'écran, même si ce sont des personnages en 3D. Bref, Avatar est devenu l'une des icônes de la performance capture. J'entends les spécialistes, il y a aussi Andy Serkis bien sûr. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cet homme. Cette technologie utilisée est en plus vachement méta dans le cas d'Avatar. En effet, les acteurs incarnent un avatar d'eux-mêmes avec la performance capture dans un film où leur rôle est d'incarner un avatar. Et l'idée, c'est que chaque pilote a son propre avatar qui lui est associé. Pour que leur système nerveux puisse s'accorder. Ou un truc comme ça. Autant dire que quand on voit écrit James Cameron et le nouveau Méliès, on pense aussi que c'est légitime. Un homme qui révolutionne le cinéma en utilisant des techniques jusque-là peu démocratisées, on peut dire que c'est une définition qui colle aux deux. D'ailleurs, il y a une autre technologie dont Avatar s'est emparé, le cinéma 3D.
Cette année, ils ont ressorti le film dans les salles pour assurer la pré-promotion du 2, mais également pour présenter une version restaurée en 4K. Et donc, ils ont remis le film en 3D dans le monde entier, et c'est à cette occasion que j'ai pu le revoir. Autant vous le dire directement, Avatar est vraiment au-dessus du lot dans tout ce que j'ai pu voir en 3D au cinéma. Généralement, c'est des séances que l'on fuit parce que les films n'ont pas été conçus pour cela et c'est juste pour vendre des tickets un peu plus chers. Mais là, c'est autre chose, c'est une expérience qui est proposée et dans ces conditions, c'est un plaisir. La 3D n'existe pas juste pour faire un effet waouh, mais pour permettre au film d'apporter quelque chose d'autre au spectateur, une réelle plus-value dans l'appréciation du film. Rares sont ceux à l'avoir compris et comme le dit le producteur du film, John Lando, Hollywood met beaucoup de temps à apprendre. Et le résultat est exceptionnel. La 3D réussit à rendre extrêmement réalistes les images de cette fiction fantastique. Réaliste et fantastique sont des termes un peu antithétiques, mais Avatar parvient à les réunir. Tout est tellement vrai, on dirait de vrais décors et on croit aisément à cet univers. Les effets visuels de ce film sont largement supérieurs, voire avant-gardistes par rapport à la plupart des films actuels. Et ça enlève une barrière supplémentaire chez le spectateur quand il s'agit d'un univers imaginaire, la vraisemblance. Franchement, posez-vous la question. Vous savez que c'est une histoire, des personnages, un monde inventé, mais en regardant le film, est-ce que vous vous en rendez vraiment compte? Et surtout, est-ce que ce n'est pas au moins en partie lié à l'expérience 3D, même si le talent des personnes derrière l'œuvre n'est pas à négliger pour autant. Bref, à mon sens, c'est la grosse différence entre Avatar et les films Marvel. La 3D de Cameron a été créée en comprenant son format, puis en le respectant, et enfin, ça a été un argument mercantile. Il n'a pas pensé directement à la troisième étape. Je dis que la 3D d'Avatar a changé la face du cinéma, mais Cameron l'a dit aussi. Je dirais tout d'abord que la 3D a été à la mode de façon globale durant un temps après Avatar. Le film a gagné l'Oscar de la meilleure photographie avec une caméra digitale 3D. Ça n'avait jamais été le cas avant. Et durant les 2 ou 3 ans qui ont suivi, ces mêmes caméras qui ont été utilisées par les chefs opérateurs qui ont suivi leur ont permis de gagner à leur tour un Oscar. Donc durant ces 3 ou 4 ans, l'Académie a vraiment connu une nouvelle photographie numérique. Et tous ces films étaient en 3D. Et je trouve que cette déclaration est vraiment parlante. Il a remporté un Oscar pour sa photographie alors qu'une grande partie du film est tournée en 3D. Alors si les gens s'en sont lassés, ce n'est pas à cause de la 3D en elle-même, mais plutôt de la mauvaise utilisation qui en a été faite. Avatar a changé la manière d'utiliser la 3D dans le cinéma. Ça, si c'est pas un tournant dans le 7e art, je sais pas ce que c'est. Cet homme donne envie d'aller au cinéma et dans une époque où on consomme pas mal de films sur des plateformes de streaming, c'est une prouesse de réussir à ramener le public dans les salles obscures. Et je vous assure, pour l'avoir vu au cinéma mais aussi sur ma télé, c'est le jour et la nuit. Je pense que nous avons tous les éléments pour dire en quoi Avatar a été un tournant au cinéma. C'est surtout grâce à son réalisateur qui nous a offert un très grand film. Clairement, en réalisant le projet de sa vie, il a réussi à sublimer toutes les techniques qu'il avait à portée de main. De la performance capture à la 3D, les méthodes utilisées pour réaliser ce film ont fait qu'Avatar est devenu une œuvre majeure du cinéma. Je parle de Cameron, mais on est d'accord pour dire qu'il est entouré d'une équipe très talentueuse et des acteurs qui se donnent à fond. On les mentionne jamais assez, mais quelque part, c'est là leur plus grande réussite, puisqu'ils parviennent à se faire oublier et laisser la place intégrale à l'histoire. Et en plus, c'était notre dernier argument. Avatar est un film qui donne envie d'aller au cinéma. On en avait entendu parler quand on était petit, mais j'aurais jamais cru y aller un jour. Et ça, c'est à mes yeux une des qualités qui colle au plus grand chef-d'œuvre du 7e art. Il y a eu un avant et un après Avatar, et dans l'après, aujourd'hui, peu de films lui arrivent à la cheville. Alors bien sûr, on l'a dit plus tôt, le film n'est pas du tout parfait. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a aucun point faible. Norma et Jake qui sont envoyés très tôt en mission, les dialogues sont trop explicatifs au point que les personnages expliquent le scénario par instant, et les nombreuses incohérences scientifiques qui peuvent apparaître. Mais savoir pourquoi il n'y a pas d'oxygène sur Pandora alors qu'il y a des arbres, ça ne m'intéresse pas en tant que spectateur. Je demande de croire à une histoire et d'être propulsé dans un univers. Je pense qu'il faut voir Avatar plus comme une œuvre d'anticipation ou même une dystopie plutôt que comme un récit scientifiquement détaillé. C'est donc pour cela que les défauts d'Avatar me semblent pas si importants que ça, et je préfère largement vous parler du positif. D'autant que ce sont ces points positifs qui ont marqué l'histoire et qui l'ont changé. Alors, quel film vous conseillez d'aller voir? Vous l'aurez compris, foncez voir le deuxième opus d'Avatar. Au cinéma le 14 décembre si vous regardez cette vidéo proche de sa sortie, ou alors n'importe où, mais foncez le voir. Cameron n'a plus rien réalisé depuis ce premier opus pour se consacrer à cette saga. Il ne reviendra donc pas avec un navet, ça c'est certain.
Un film au niveau du premier? Avec qui sait, peut-être d'autres technologies avant-gardistes révolutionnaires? Ça va pas être évident, hein, mais il faut lui faire confiance, il ne déçoit jamais. C'est sûrement avec Star Wars 7 la suite la plus attendue au cinéma des 10 dernières années. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis pour cette dernière analyse de 2022 sur Avatar. Si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker, à jeter un œil sur notre Tipeee, ça nous aide à développer la chaîne. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la 7ème. Salut!